Il était une fois un lycan qui faisait son possible pour ne manger personne. Monsieur Durkovitch avait découvert sa maladie, la lycanthropie, peu après une fête de Noël. Il était attablé avec sa sœur et sa mère quand il ressentit cette douleur au bas-ventre. Il pensa d'abord qu'il était tombé sur une huître pas fraîche, mais la douleur se répandit dans tout le corps sous la forme de brûlures. Et voyant des poils longs et rugueux sortir de ses mains, il eut peur et prit la fuite. Sa sœur Nina et sa mère étaient restées stupéfaites par la transformation. Elles regardaient maintenant la porte d'entrée grande ouverte, les flocons de neige entrés par bourrasque et le sentier de neige maculé des pas de M. Durkovitch. Ce dernier ne se souvint de rien. La police, prévenue par ses proches, le retrouva nu, sur le bord d'une route. Il grelottait, les pores de sa peau étaient en sang, et ses ongles anormalement longs. « Sergent, dit l'officier au volant, je crois que c'est notre homme. » Le sergent-chef, Basil Ivanov, regarda à travers le pare-brise embué et vit la silhouette de l'homme sinistre. « J'en ai vu des choses fort étranges, officier, dit le sergent. Mais c'est la première fois que je croise un nudiste solitaire en Sibérie. » La voiture ralentit pour s'arrêter au niveau de l'homme, la fenêtre ouverte. « Monsieur Durkovitch ?» demanda le sergent. L'homme avait l'échine courbée, il se grattait l'épaule sans discontinuer. Il releva la tête et les deux policiers reculèrent légèrement le buste en voyant l'œil jaune et ensanglanté du marcheur solitaire. Le sergent regarda la photo du disparu qu'il avait sur ses genoux et en conclut qu'il s'agissait bien de M. Durkovitch. 2 jours plus tard, M. Durkovitch était chez lui. On l'avait douché, revêtu, interrogé puis relâché. Son cas était bien étrange, mais il rejoignait la longue liste des mystères inexpliqués qui peuplent la Sibérie. « Sergent, avait dit l'officier, avouez que cette histoire concurrence celle de l'Ukrainien. » Le sergent avait avoué que oui. L'officier faisait allusion à un Ukrainien déboussolé qui disait venir du passé. L'homme avait été retrouvé à la Grande Gare, muni d'un passeport de l'URSS, vêtu comme dans les années 50, et du jour au lendemain, il avait disparu aussi étrangement qu'il était apparu. Et le sergent avait été obligé de classer l'affaire. Monsieur Durkovitch vivait simplement. Il était fonctionnaire, végétarien, du moins le croyait-il, et un lecteur invétéré de livres d'horreur. Sa bibliothèque comptait toute l'œuvre de Lovecraft, celle de Poe et de Stephen King. Il lui arrivait même d'écrire des nouvelles, mais rien de ce qu'il avait lu ou écrit au cours de sa vie ne l'avait vraiment terrorisé. Pas autant que la transformation qu'il avait saisie un soir de Noël. Sa sœur toqua à la porte. M. Durkovitch n'osait plus la regarder. « Si tu veux qu'on parle, dit-elle, je serai en ville tout l'après-midi. Rejoins-moi et nous irons chez Pavlov. » Il détourna légèrement la tête puis s'en alla. C'était la dernière fois qu'il la vit. « Code 657 » lança l'officier. Des policiers mirent précipitamment casquettes et manteaux et 2 voitures de police démarrèrent en trombe. Une femme avait été retrouvée morte dans une allée. Le sergent était sur place, il fit reculer la foule pour laisser travailler le médecin légiste. « La mort par étranglement » déclara le médecin. « Des marques de contusion au poignet et au bas-ventre. » Le sergent observait le cadavre la mine grave. Ses habits avaient été déchirés en divers endroits. Le médecin prit le portefeuille dans la neige et à l'intérieur, il y avait une carte d'identité sur laquelle était écrit Nina Durkovitch. Un officier regarda le document et adressa un regard interrogateur au sergent. Le sergent et son homme de confiance se rendirent chez les Durkovitch. La mère regardait la télé dans le salon tandis que le fils lisait à l'étage. « Ivan !» cria la mère en entendant toquer à la porte. « Ivan, tu ouvres !» Ivan Durkovitch descendit les marches de l'escalier avec nonchalance, ouvrit la porte vitrée et s'étonna de voir 2 policiers. Le sergent annonça tout de go le décès de sa sœur. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda la mère assise dans son fauteuil. « Ce n'est rien, maman. »« Tu mens, Ivan. Je le sais quand tu mens. Tu as ce roulement dans la voix quand tu mens. Qui c'est ?» Durkovitch ne répondit pas à sa mère. Il regardait les policiers. Ses yeux étaient anormalement jaunes, ce qui gênait le sergent-chef et à peu près toutes les personnes qui croisaient son regard. Les policiers lui demandèrent s'il avait un alibi solide. Durkovitch s'insurgea. « Vous me croyez coupable ?» dit-il. « Je ne peux écarter cette piste » répondit calmement le sergent. « Et il serait plus judicieux de... » Le sergent s'arrêta net en voyant la mère Durkovitch apparaître dans l'entrée. Elle peinait à marcher.
Son dos courbé ne l'empêchait de regarder les gens en face. « Qui êtes-vous » dit-elle. « Et que voulez-vous » ?»« Basil Ivanov, madame. Je suis sergent-chef et voici mon coéquipier. Je suis porteur d'une terrible nouvelle. » La mère avait pris naturellement le bras de son fils. La police lui annonça le décès de sa fille. Djurkovic fut d'abord hors de toute suspicion. La mère eut tout juste assez de courage pour assurer que son fils était à l'étage tout l'après-midi. Elle mourut le lendemain. Le chagrin l'avait emporté. À l'enterrement, il n'y avait pas grand monde. Un oncle de Saint-Pétersbourg qui ne disait mot, une cousine germaine qui vivait seule avec son fils au bord de l'Oural et un ancien camarade de cour à Nina, la sœur défunte. Le sergent observait l'enterrement de loin. Il trouvait Djurkovic anormalement calme. Son visage impassible ne laissait transparaître aucune tristesse. Djurkovic était triste pourtant. Il tenta de faire son deuil. Sa sœur lui avait offert un bracelet électronique, jadis, pour mesurer l'effort fourni en journée. Elle lui avait toujours dit qu'il ne faisait pas assez de sport. En sa mémoire, Djurkovic l'utilisa, et ce bracelet électronique signala des pics d'activité au milieu de la nuit, entre minuit et 5 heures du matin. Dans la région, les faits divers se multiplièrent. Troupeaux décimés, disparition d'une fillette, un chasseur retrouvé mort au milieu de la forêt, le torse séparé des jambes. Le sergent Ivanov porta de nouveau sa suspicion sur Djurkovic. Il le fit surveiller, mais le Lycan tua les 2 policiers qui le prenaient en filature. Djurkovic ne se rappelait de rien de ces virées nocturnes. Il se rappelait simplement des poils qui lui poussaient sur ses mains et de ses mains qui s'allongeaient anormalement. Après quoi, il sombrait dans l'amnésie la plus totale. « Et si j'étais responsable de ces atrocités ?» se demanda-t-il un soir, le bracelet entre les mains. Il déménagea dans la maison de campagne, non loin de Nordvik, en plein milieu de la taïga. Le sergent Ivanov, lui, était débordé. Les cas de meurtre et de disparition se multipliaient à une vitesse grand V. On retrouva les policiers chargés de filer Djurkovic, décapité et éventré à la verticale. « Monsieur le maire, dit Ivanov, le combiné à l'oreille. « Oui, monsieur le maire, je comprends. »« Bien sûr, monsieur. » Entendu. Il raccrocha et observa un silence solennel devant ses équipes qui attendaient. « On a l'autorisation d'arrêter Djurkovic, dit-il. » Le maire avait besoin d'un bouc émissaire pour calmer la population terrorisée et endeuillée. Jamais la ville n'avait connu une série de crimes aussi morbides. Djurkovic était un suspect idéal. La maison était construite au milieu de la forêt boréale. Elle n'était pas très grande. Les policiers avaient cerné les lieux et resserré leur étau. M. Djurkovic somnolait près de la cheminée. Mais l'un des officiers marcha sur une branche morte. Elle craqua sous son poids, et la ligne des policiers s'arrêta net. Le bruit monta dans l'air embrumé, traversa les lourdes planches de bois de la vieille bâtisse, et le craquement arriva au creux des oreilles velues de M. Djurkovic. Il ouvrit ses grands yeux jaunes, et ses pupilles ovales rétrécissèrent pour former une ligne mince. Il huma l'air de ses grands naseaux. Il pouvait sentir le bois et la mousse humide à travers les murs, l'eau de Cologne du capitaine et une très légère odeur de pisse qui venait de l'un des policiers. C'était le plus jeune. M. Djurkovic pouvait sentir sa peur. M. Djurkovic alla, sans plus de cérémonie, au-devant de son incarcération. Il ouvrit grand la porte d'entrée et resta planté là. Le clic des armes ne l'impressionna guère. En revanche, les policiers qui le prenaient en joue n'osaient avancer. Finalement, le commandant prit la parole. « Monsieur Djurkovic, avancez lentement les bras en l'air. » Mais M. Djurkovic était un peu ensuqué. Il gratta le bas de son ventre avec ses ongles longs. « Mettez les mains sur la tête, dit le commandant en chef. « Allez vous faire foutre, déclara tout de go M. Djurkovic. Le commandant détourna la tête vers le premier officier, puis ils avancèrent en ligne. Le plus jeune tenait mal son fusil d'assaut. Il tremblotait. La ligne des policiers s'arrêta à 2 ou 3 mètres de l'accusé. « Dernière chance, dit le commandant. Mettez les mains sur la tête maintenant. » Djurkovic se mit à sourire, et de sa bouche anormalement grande et anormalement ouverte, on vit surgir des crocs indescriptibles. Le plus jeune sentit son pouce s'emballer tout à fait et appuya sur la gâchette,
Une balle fusa sur Durkovic et le transperça à l'épaule. Roy ne ressentait pas grand-chose. Il regardait surpris le trou fumant que lui avait fait le jeune homme. Les autres policiers étaient sous l'effet de la surprise. Ils regardèrent tous le jeune Russe les yeux grands ouverts. La douleur qu'aurait dû ressentir M. Durkovic fut remplacée par un accès de rage. Sa mâchoire se contracta. Il se jeta sur l'adolescent qui lui avait tiré dessus. Les autres policiers tentèrent de s'interposer. Le premier officier parvint même à menotter M. Durkovic. Mais le jeune Russe hurla soudain de douleur. On tenta de relever Durkovic, mais ses crocs étaient fermement plantés dans le bras du jeune homme. Le commandant vit comment les mâchoires de Durkovic grossissaient à vue d'œil, et il crut entendre les os du bras craquer sous l'effet des canines. Il mit un grand coup de crosse sur la tête de Durkovic. Pour libérer le bras du jeune homme, les policiers durent ouvrir la gueule à l'aide d'un pied de biche. On mit Durkovic à l'arrière du fourgon blindé et on emmena d'urgence le jeune homme à l'hôpital. Malheureusement pour lui, son avant-bras fut irrécupérable. Le radius était éclaté en plusieurs centaines de morceaux. Il fallait opérer vite pour éviter la gangrène. Durkovic regardait la caméra de vidéosurveillance de sa cellule. Les images qu'elle fournissait ne laissaient aucun doute. Ivan Durkovic se transformait chaque nuit en lycan. Mais ce qui aurait dû rester dans l'enceinte de la police nationale parvint aux oreilles du monde. Le maire ne pouvait se contenter d'une simple affaire de meurtre. Il voulait en faire un cas mondial. Il révéla l'info à la presse qui se chargea de répandre l'histoire du loup-garou de Sibérie. Des chercheurs du monde entier réclamèrent bien vite le monstre pour leurs études. Le maire, dont la corruption était avérée, reçut beaucoup d'argent en échange du lycan. Il avait donné à la ville un coupable et il avait fait au passage une juteuse opération. L'homme-loup fut finalement remis à un laboratoire bavarois réputé. On fit table rase de l'affaire, pas de tribunal, aucun jugement, affaire classée. Le sergent Ivanov en voulait au maire, qui n'en était pas son premier coup d'essai. Et le sergent se rendit compte que l'activité meurtrière des faubourgs ne baissa pas pour autant. On découvrit même l'existence d'un jeune gang de malfrats, une centaine d'hommes qui écumaient la ville. Le gang était mené par 2 frères, 2 Biélorusses. Le directeur du laboratoire, M. Maxwell, examinait les photos. On pouvait y voir les yeux écarquillés de Durkovic, tandis qu'il broyait l'avant-bras d'un officier. Le directeur avait l'habitude du mystère. Il y consacrait sa vie. Il connaissait la lycanthropie clinique, cette maladie psychiatrique dans laquelle le patient se croit transformé en loup. Il avait même soigné quelques patients atteints de cette maladie. Mais il sentait bien que cette fois, dans ses geôles, il avait un spécimen tout à fait particulier, et il pressentait qu'il resterait à la postérité comme le découvreur d'une nouvelle espèce de super-prédateur. On retrouve le lycan dans bien des folklores. En Allemagne, le cas Peter Stump, connu comme le loup-garou de Bedburg, est une des plus anciennes histoires de lycan jamais relatées. Monsieur Maxwell la connaissait depuis son plus jeune âge. Il avait pour le sujet une véritable passion. Pour la petite histoire, Peter Stump, né en 1525, était un fermier allemand. On le prit sur le vif alors qu'il essayait de mordre une fillette au cou. La fillette portait heureusement un cache-nez en métal. Peter Stump se serait abîmé les dents et aurait pris la fuite dans la forêt. Les villageois l'auraient alors pourchassé et capturé alors qu'il avait encore sa forme animale. Il avoua sous la torture avoir bu le sang de cheptel pour se nourrir. Il ajouta avoir tué et mangé 2 femmes enceintes et 13 enfants, dont son propre fils. Tandis qu'on l'écartelait et qu'on le soumettait à la question, il avoua aussi avoir pratiqué la magie noire depuis son plus jeune âge, que le diable lui-même avait donné une ceinture de métamorphose, et que cette ceinture lui avait donné alors l'apparence, je cite, d'un loup avide, fort de voracité et puissant, avec les yeux grands et larges qui miroitaient comme le feu dans la nuit, une bouche grande et large, avec des dents pointues, un corps énorme et les pattes puissantes. Mais le docteur Maxwell était scientifique, méthodique, sceptique de nature. Il savait qu'on avouait les choses les plus fantasques sous la torture. Impossible de dire donc si Peter Stump avait vraiment commis ces crimes atroces, tout comme il était impossible d'affirmer l'existence des loups-garous, jusqu'à ce jour du moins. La porte en acier s'ouvrit et le professeur Maxwell s'avança, suivi par 2 de ses gardes. Durkovic s'était recroquevillé dans le coin, il avait la tête dans les genoux. « Monsieur Durkovic, vous excuserez nos manières, dit le professeur,
Mais après l'incident de Nordvik, nous ne pouvions faire autrement. Le prisonnier ne daigna lever la tête. Je vous ai apporté de quoi boire et manger, des pommes au four et du vin rouge, cultivé ici même, avec les vignes du laboratoire. Djurkovic ne bougeait toujours pas. Le sédatif faisait encore effet. Vous êtes un homme exceptionnel, monsieur Djurkovic, mais nous ignorons encore tout de votre espèce. J'aimerais gagner votre confiance, vous aider à comprendre la bête qui sommeille en vous, à la dominer, et pourquoi pas à la guérir ce mal qui vous gagne. Allez savoir. J'aimerais en tout cas vous traiter comme un homme, et non comme un vulgaire cobaye. J'espère que vous le comprendrez. Et sur ces bonnes paroles, le chercheur et ses équipes sortirent sans quitter Djurkovic des yeux. Vous excuserez mon accent allemand tout à fait raté et l'accent russe que je ne sais pas faire non plus. Le lycan subit des expériences qui empirèrent son cas. On essaya sur lui des vaccins, on préleva sa salive, son sang, ses poils et des bouts de peau. On l'observa au scanner, au microscope, et dans des conditions thermiques différentes, par moins 40 et plus 60 degrés. Sa résistance aux conditions extrêmes était surhumaine. Son ADN était un véritable mystère. On trouva certes des gènes humains et des gènes de loup, mais 5% de ces gènes ne pouvaient être attachés à aucune espèce existante. Au début, le professeur se contenta de quelques prélèvements et quelques expériences élémentaires. Mais il en vint à essayer sur l'homme-loup les mélanges chimiques les plus extravagants. On testa sa résistance au feu, à l'acide et à divers poisons. Non seulement le loup-garou se remettait de ses blessures à chaque fois, mais il devenait plus fort après chaque expérience. Le professeur et ses équipes, d'abord intrigués, devinrent totalement euphoriques. Leur cobaye semblait tout endurer. Un soir, l'un des médecins apporta au professeur Maxwell un livre de magie noire. Le livre était volumineux, enveloppé dans une couverture en cuir. « Qu'est-ce que vous m'apportez là, Julian ?»« Un livre mystique, professeur. L'auteur liste 3 façons de tuer un lycan. J'ai pensé que nous pourrions expérimenter ces méthodes. » Le professeur afficha une mine grave. Il avait soumis le lycan à des poisons qui auraient tué un homme ordinaire. Mais paradoxalement, le professeur craignait que ces remèdes et incantations magiques tuent son précieux cobaye. « Et à quoi me servirait-ce un lycan mort, Julian ?» demanda-t-il. « Professeur, je ne comprends pas. Vous disiez vouloir tester ses limites. »« C'est bien ça, Julian. Mais nous nous contenterons au domaine physique. La magie noire n'est pas notre affaire. Du moins pas encore. » C'est là l'erreur du professeur Maxwell. Il rangea le livre dans sa bibliothèque et ne lut jamais son contenu. Les transformations du lycan étaient toujours plus durables et plus terrifiantes. Il présentait des dents plus longues et plus robustes, ses bras étaient plus forts et ses sens plus affûtés. Et chose remarquable, Djurkovic maîtrisait davantage ses transformations. 1 mois de plus s'écoula sans incident, puis un jour, vers midi, Djurkovic provoqua sa propre transformation. En plein jour, alors que les infirmiers en armes lui apportaient à manger, il les éventra d'un simple coup de griffe et s'enfuit. 2 mois plus tard, le 25 décembre 2017, fut un jour mémorable dans la ville de Novosibirsk. 100 corps furent retrouvés alignés devant le commissariat de police à l'aube. 100 corps. Chaque corps était étendu sur le dos et la tête décapitée reposait entre les mains du défunt. Le sergent Ivanov travaillait ce jour-là. Il fut le premier sur les lieux. Il dut s'asseoir pour encaisser l'écœurement qui le gagna. Il vomit sur le bas-côté, inspira profondément et marcha le long du trottoir. Il s'arrêta devant chaque corps et ne tarda pas à identifier le gang des Biélorusses. Sa satisfaction fut soudain remplacée par un frisson. Il se figea et se retourna précipitamment. De l'autre côté de la rue, un homme fumait la pipe. On ne voyait pas bien son visage, mais on devinait un homme barbu, grand et fort. Les flocons de neige recouvraient son grand manteau noir. L'homme ôta son chapeau pour saluer le sergent, et l'on vit 2 grands yeux jaunes. L'homme remit son chapeau, et le sergent Ivanov le regarda disparaître dans le brouillard et la neige. Parmi les hommes décapités et étendus à même le trottoir, se trouvait l'assassin de Nina Djurkovic. Joyeux Noël.